Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je représente ce soir le président de l'université, Bruno Bouchard, et je suis moi-même Florence Benoît-Modreau, et je suis professeure de management, et je travaille d'ailleurs avec Sonia, mais je suis la vice-présidente en charge des carrières des enseignants-chercheurs, donc VPRH. Donc au nom de toute l'université, et au nom en particulier du président, je tenais à la fois à vous accueillir chaleureusement, mais aussi à vous remercier, notamment à vous remercier, vous, hein, Gilles Montré, de venir nous témoigner et partager votre expérience et votre vécu avec nos étudiants, nos étudiantes. Et puis merci également à Jean-David Bénichou, et puis merci à Sonia également de prendre ce temps d'organiser ce cycle de conférences alors malheureusement, j'ai l'impression qu'on a un peu de concurrence des terrasses ce soir, mais on a eu trop de mauvais temps pendant 6 mois, on a un peu concurrence des terrasses. Mais au demeurant, en fait, ces conférences, c'est extrêmement important. C'est la vie dauphinoise et l'identité dauphinoise s'appuie quand même beaucoup sur ces événements, parce que c'est la vocation, pour le coup, je pense qu'on est vraiment une université qui se veut au cœur aussi de la société civile et au cœur qui n'est pas dans sa tour d'ivoire. Je pense que vous apprenez beaucoup de choses, mais vous apprenez beaucoup de choses à la fois sur le plan académique, mais également sur le plan de la pratique. Vous êtes ici pour rencontrer un certain nombre d'acteurs du monde socio-économique, des acteurs politiques. Enfin, vous, d'ailleurs, vous avez vu vraiment des expériences très, très variées. Je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant pour chacun et pour nos étudiants, nos étudiantes. Donc, merci beaucoup, parce que j'imagine que voilà, vous aussi, vous préféreriez en fait être sur une terrasse à l'heure qu'il est, et vous acceptez de donner de votre temps. Et je pense que voilà, la thématique aussi, elle est très centrale à Dauphine. Hein. Sonia, toi, tu as monté cette House of Entrepreneurship, et qui a vraiment une vocation. En fait, à Dauphine, on essaie de casser à la fois les silos entre les savoirs, et vraiment, en général, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui, alors là, vraiment casse vraiment les silos entre un peu tout. C'est ce qui rend d'ailleurs peut-être les choses un peu peut-être parfois complexe, qui fait peur d'ailleurs pour se lancer dans un projet entrepreneurial. Et puis par ailleurs, on casse aussi justement les silos entre d'un côté du savoir académique, le monde, l'application, en fait, l'impact de ce que peuvent faire des universités. Et voilà, je pense que toutes ces petites graines que vous semez au travers de ces paroles, voilà, moi, chaque fois, je me dis, mais même parfois une parole de 3 minutes, c'est des étudiants, ils ont la vie devant eux, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Et c'est un vrai investissement, parce que je suis sûre que peut-être même vous ne ferez pas directement quelque chose qui est en lien, mais dans 5 ans, vous repenserez à un message que vous avez entendu, etc. Et donc, je suis sûre que ça a forcément un peu un impact. Voilà, Jean-David, à toi d'introduire. Moi, je suis désolée, il y a un autre événement parallèle du marketing, et donc je vais aussi être obligée d'y aller. Merci de ta mon accueil. Bonsoir, merci d'être là. Merci d'avoir résisté à l'appel des terrasses et des activités de plein air. Merci à Sonia d'être là et à Claire qui a organisé l'événement. Quelques mots rapides. Je m'appelle Jean-David Bénichou. Je suis visiting teacher dans le master que Sonia anime, qui est le M2 264, Entrepreneuriat et projets innovants. Et j'ai eu l'occasion de recevoir Gilles au sein de ce master pour une conférence qui était très privée, qui s'est terminée par une dédicace, d'ailleurs, de son dernier bouquin. Et j'ai trouvé son parcours remarquable, et donc c'est l'occasion de te recevoir une deuxième fois. Merci Gilles d'être là. Merci Jean-David. Très heureux. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Et bon, moi, j'ai été très heureux de répondre à ton invitation, à votre invitation, hein, parce que je trouve que d'abord, quand on a eu cet échange dans ta classe, moi j'ai été très impressionné par les échanges, par les questions. Moi, ça m'apprend beaucoup de choses aussi sur la façon dont votre génération voit l'entrepreneuriat, voit le secteur dans lequel moi j'agis, qui est quand même un secteur qui n'est pas qu'économique, hein, on va parler d'élections, hein, de vote électronique, donc c'est quand même un sujet qui nous concerne tous politiquement, hein, qui concerne votre génération peut-être encore plus que la nôtre. Donc très heureux. Merci Jean-David. Merci. Alors peut-être on va essayer, on va voir si si les deux micros ça marche en simultané, comme ça tu t'ennuies pas. Moi il n'y a pas trop de Larsen. Alors peut-être que je propose c'est une très rapide introduction
de notre invité et du thème. On va creuser avec Gilles 2-3 éléments de son parcours bio, peut-être 10-15 minutes. On est là pour 1 heure ensemble. L'idée, c'est d'avoir une interview qui dure 45 minutes et d'avoir 15 minutes de session. Questions-réponses. En plus, on est un petit comité, donc c'est très sympa. Gilles, je vais essayer de te faire rougir un peu comme la lumière. Donc, Gilles, c'est ce qu'on appelle communément une grosse tête. D'abord, c'est un ingénieur. Il a fait l'X. Ensuite, c'est un haut fonctionnaire, il a fait l'ENA. Et c'est aussi un chercheur puisqu'il a fait une thèse. Donc il a un gros bagage académique. Hein. Je n'ai pas réussi à te faire rougir. Déjà rouge. Voilà, c'est déjà rouge. Il se trouve que je crois que tu as grandi et vécu en face de Dauphine. Oui, absolument. Moi, je suis né de l'autre côté de la rue. Voilà, enfin, de l'autre côté de ce qui était à l'époque la petite ceinture. Hein. Il y avait un train qui passait. Voilà. Maintenant, il y a un club de tennis. Donc c'est retour aux sources. Avec vue sur Dauphine. Avec vue sur Dauphine. Tu as fait pas mal de choses. Ce que je propose, c'est qu'on passe peut-être 5 minutes sur ton parcours de haut fonctionnaire, sans parler de la dimension politique, de l'engagement, mais juste du périmètre de responsabilité. Il y a quelques éléments saillants que tu veux partager ? Oui, moi, j'ai effectivement les 10 premières années de ma carrière professionnelle, je les ai passées dans le secteur public, au ministère des Finances, d'abord dans un corps d'audit public qui s'appelle l'Inspection des Finances, que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que en fait, ce qu'on appelle la sphère publique, hein, c'est bien au-delà de l'administration, hein, c'est l'ensemble des établissements publics, des services publics. Donc, quand on a comme ça 25 ans, hein, c'était une façon de voir de manière horizontale, transversale, énormément de sujets. Et il y a des choses comme ça qui vous marquent, alors que bon, on n'est pas du tout parti pour faire ça. Vous faites des missions, voilà, enfin, vous ne demandez pas, hein, on vous les attribue. Et puis, moi, un jour, le chef de service me dit on va travailler sur l'audit de l'informatique de l'assurance maladie. Alors là, ça, il y a des sujets plus sexy, hein, donc je me suis dit, oula, et alors il y en a pour 6 mois. Hein. Bon, on s'est dit, bon. Et en fait, c'était l'audit de la carte vitale. Et c'est très intéressant, fascinant, parce que ce qu'on va dire aujourd'hui sur le vote électronique, sur l'identité numérique, en fait, la France avait une avance considérable quand on pense à ce qu'a été la carte vitale au début, nos premières, qu'on a perdu pour plein de raisons, qu'on est en train de rattraper. Mais bon, voilà. Donc, en fait, dans un parcours, et bon, je suis sûr que vous l'éprouvez déjà, hein, vous en avez déjà l'expérience dans votre début de parcours, mais c'est vrai qu'il y a des choses dont on ne s'attend pas du tout. Ça ne correspond pas forcément à des appétits, des envies, et puis ça vous oriente. Alors, du temps du mandat du président Sarkozy, je crois que tu as été impliqué dans son initiative pour l'Union des pays de la Méditerranée. Oui. Oui, alors donc, vous êtes un peu jeune pour vous souvenir du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais il y avait un grand projet international qui l'animait, ça s'appelait l'Union pour la Méditerranée. C'était l'idée de pouvoir dépasser les clivages qui séparent les pays de la Méditerranée. On pense évidemment à Israël et les pays arabes limitrophes, notamment la Palestine, mais c'est pas que ça, c'était les problèmes entre la Grèce et la Turquie. Le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie. Donc en fait, toute cette zone qui est le berceau de notre civilisation européenne est complètement crispée sur des antagonismes politiques. Et l'intuition, le point de départ, c'est de dire, mais si on essayait de développer de l'entrepreneuriat, justement, des projets économiques concrets, des ponts économiques entre ces différents pays, est-ce que ce ne serait pas une des clés de la réconciliation politique? Et donc c'était ça l'Union pour la Méditerranée. D'ailleurs, on a fait venir à Paris, il y a eu un sommet en 2009 où vous aviez tous les chefs d'État européens et tous les chefs d'État de la Méditerranée. C'était la première fois, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu il n'y a jamais eu un tel sommet, en se disant, bon, ben maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait des autoroutes de la mer, on fait une banque de la Méditerranée, on travaille sur le solaire, sur lequel il y a évidemment, bon, etc., etc. D'ailleurs, ça a créé un secrétariat, un financement de projet. Bon, et puis après, malheureusement, la vie politique a continué telle qu'elle était, et plein de projets se sont arrêtés pour des raisons politiques. Et alors, c'est pas pour ça que l'intuition n'était pas la bonne, je pense. Et alors, du coup, entre la fin de ta carrière publique et Electis, l'intermède, c'est quoi? Alors après, j'ai passé
Alors, d'abord, j'ajoute juste que, indépendamment de la présidence de la République, j'ai aussi... alors, je suis très heureux de pouvoir saluer la venue de Philippe Rodriguez, que Jean-David connaît bien. Philippe, installe-toi avec nous. Oui, et qui a été le premier trésorier de l'association Electis quand on a lancé Electis. On est dans un instant, donc on est en famille là. Voilà. Merci Philippe. Philippe qui est lui-même un serial entrepreneur. Donc dans les questions-réponses, il faudra vraiment que tu témoignes. Voilà. Donc en plus de la présidence de la République, j'avais aussi travaillé avec certains des ministres de Nicolas Sarkozy, notamment Jean-Louis Borloo, François Baroin, et puis aussi avec Thierry Breton, ça c'était sous Chirac. Et j'en ai tiré quelque chose, j'y reviendrai après, sur ce que c'est que l'action publique, la décision politique, le rapport qu'il peut y avoir avec le Parlement, avec ce que les gens ont décidé, avec ce qu'un ministre porte, un président porte, les blocages auxquels on est confronté. Mais ça, on y reviendra après. Alors après, j'ai passé 8 ans dans le secteur privé. Alors en 2012, moi c'est drôle parce que voilà, je vais vous parler d'entrepreneuriat, mais au début de ma carrière, je ne m'étais jamais imaginé entrepreneur, je ne m'étais même jamais imaginé dans le privé, parce que pour moi j'étais fonctionnaire et j'étais persuadé que je passerais ma carrière dans la fonction publique, au service de l'État, et que j'ai apprécié et que j'adorerais de pouvoir à nouveau aider. Mais bon, 2012 arrive et la France, quand même, ça change un petit peu. Le système précédent, c'était l'administration est neutre, hein, les politiques changent, l'administration reste. Bon, vous savez que ça, c'est un système qui s'oppose à ce qu'on appelle le spoil system américain, où, au contraire, les responsables politiques ont la possibilité de changer non seulement leur équipe immédiate, hein, ce qu'on appelle les cabinets, ça c'est normal, mais y compris les administrations. Ils veulent un directeur d'administration qui correspond à leur étiquette politique. Bon, ça ne reste pas le système français, mais on a quand même, on y vient. Et donc en 2012, voilà, le fait que j'ai travaillé pour Nicolas Sarkozy était vraiment pas bienvenu de nouvelle équipe, mais vraiment là, c'est sans jeter la pierre à un camp et à l'autre. Quand la droite est arrivée, elle n'était pas non plus. Regardez pas non plus d'un bon œil ceux qui avaient travaillé pour le camp inverse. Donc je me suis dit, je vais plutôt aller dans le privé. J'étais dans une banque d'affaires qui s'appelle Lazare, où j'ai donc été pendant 8 ans associé gérant. J'ai fait du conseil à des gouvernements étrangers, notamment beaucoup travaillé sur la restructuration de la dette grecque. Sujet très intéressant parce qu'on pourra parler tellement de choses, mais là, si vous vous souvenez, il y avait eu même un référendum à un moment. Alors, ce que je te propose, ouais. Parce que c'est un sujet en soi qui... Alors je m'appesantis pas, mais en disant, comment est-ce qu'on respecte la parole du peuple, hein, qui s'était prononcé dans le cas grec, lorsqu'on a plein d'autres contraintes, notamment financières internationales, qui ne permettent pas de la respecter. Bon. Et puis ensuite, après, j'ai fait du financement de la technologie. Et c'est ça qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, parce qu'on rencontre des entrepreneurs très inspirants. On a envie d'être de l'autre côté, et pas simplement être le conseil financier. Et c'est là qu'on s'est lancé dans l'aventure Electis en 2019. On a démarré. Merci de ce rapide overview. C'est aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue à Philippe, qui est à l'origine de ma rencontre avec Gilles. Philippe est... on ne va pas dire banquier, parce que c'est un entrepreneur qui est devenu un investisseur, pas militant, mais très engagé. Et donc, son entreprise, qui s'appelle Avolta, est spécialisée en particulier dans le domaine du Web3, des blockchains, des cryptos. Et vous allez voir que ce sont des sujets de technologie qui sont au cœur de la proposition de valeur d'Electis. On a la chance ce soir de recevoir un entrepreneur qui est avancé dans cette industrie. C'est une industrie qui est naissante. J'enseigne à Dauphine également dans le cadre d'un certificat de finances décentralisées qui est récent, hein, lui-même, qui a 2 ans. Vous savez que Dauphine, c'est quand même le lieu de l'enseignement des sciences de gestion, de management, de l'économie. Pendant très longtemps, on a parlé d'économie centralisée. L'économie décentralisée qui existe grâce à cette technologie est en train de naître. Et donc, on a la chance d'avoir avec Gilles quelqu'un qui va donner un exemple précis de comment, pourquoi et quels sont les changements. Donc, merci de ce rapide overview sur ton parcours à date. Ce que je te propose, c'est d'expliquer
à notre auditoire, en quelques mots, hein, comme si tu pitchais un client ou un investisseur, qu'est-ce que c'est qu'Electis? Très bien, je veux savoir si vous investissez derrière, alors comme ça on verra si le pitch a réussi. Donc nous, quand je dis nous, c'est parce qu'on est deux avec mon cofondateur, notre point de départ, c'était cette rencontre entre la technologie et la politique, convaincu qu'il y a de plus en plus de désir de participation citoyenne, qu'en fait il y a une volonté de pouvoir donner son mot, voter sur un certain nombre de décisions au niveau local, au niveau national, hein, comme une vague de démocratie directe qui a vocation à être un complément de la démocratie représentative qu'on connaît, et que pour qu'elle puisse s'exprimer, on allait avoir besoin de plus en plus d'instruments de vote électronique, parce que évidemment, c'est très bien de se rendre dans un bureau de vote pour voter pour un président, un parlement une fois tous les 5 ans, mais lorsqu'on commence à imaginer de pouvoir voter régulièrement au niveau local ou au niveau national sur des grands sujets, on voit bien que se mobiliser pour un dimanche après-midi et aller verser un bulletin dans une urne, c'est plus compliqué. Or, alors que tout a tant progressé, le vote électronique est à un niveau archaïque incroyable quand on y réfléchit. Et d'un double point de vue, d'un point de vue objectif, parce que très peu a été fait, très peu a été investi, bon, il n'y a pas vraiment de marché, et puis dans le fond, hein, cette démocratie plus régulière, elle n'a pas encore, elle frémit, elle n'est pas encore, à part la Suisse et quelques exemples, j'y reviendrai. Et puis de l'autre côté, il y a un vrai problème de confiance. Et là, je ne vous parle même pas de Donald Trump qui accuse le vote électronique et les machines à voter. C'est que de manière générale, lorsque vous demandez à un électeur d'appuyer sur un bouton, d'envoyer son vote, et puis ensuite de recevoir le résultat, eh bien, cette confiance-là, cette impossibilité à vérifier son vote, à refaire le décompte, comme dans un bureau de vote où on voit son urne et on voit tous les bulletins, est un frein énorme. Et on s'est dit, c'est là qu'on a croisé ce constat avec 2 révolutions technologiques qui ont commencé dans les années 2010. Le premier, c'est la blockchain, parce que la blockchain, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, dans le système ancien, recompter un bulletin? Parce qu'un bulletin, c'est un bulletin numérique, ce n'est qu'un objet numérique. Or, un objet numérique, il est non identifiable, non traçable, tant qu'on est dans un système qui est centralisé. Avec la décentralisation de la blockchain, et bien de la même façon que pour un NFT, vous pouvez trouver... Alors, est-ce que tout le monde est familier avec la terminologie de NFT? Beaucoup plus que nous. Oui. Jean-David. Non, je veux juste m'assurer parce que parfois, ce n'est pas le cas. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Et bien de la même façon qu'on donne une unicité à un objet numérique avec un NFT, que vous pouvez donc l'acheter, vous pouvez ensuite le vendre, etc. Ben de la même façon, si vous arrivez à inscrire un bulletin sur une blockchain, il aura la même unicité et vous pourrez du coup le recompter, etc. Et puis deuxième chose, c'est toutes les cryptographies qui se mettent en place, portées notamment par l'écosystème crypto, mais pas que, et notamment des cryptographies, soit des mixnets, soit homomorphes, on aura un détail technique plus tard, mais qui permettent de ne plus, alors là je parlais d'une cryptographie qui est homomorphe, de ne plus pouvoir relier, de ne plus pouvoir déchiffrer un contenu individuellement. C'est-à-dire que ce qui va quitter votre téléphone, cette information de vote, ne va plus jamais être déchiffrable individuellement. On va juste déchiffrer la somme. Ça paraît magique, c'est asymétrique, hein, c'est polynomial. C'est-à-dire que je vais pouvoir sommer, je vais pouvoir savoir que la somme de ces 10 bulletins, c'est 6 oui et 4 non, mais je serai incapable de pouvoir déchiffrer à jamais le contenu de chacun de ces 10 bulletins. Alors ça, évidemment, c'est une propriété formidable pour le vote, parce qu'on n'a besoin que du résultat agrégé, et d'être capable de pouvoir dire à l'électeur, ne vous inquiétez pas, votez tranquillement, parce qu'on ne pourra jamais déchiffrer votre bulletin. C'est ça qui va pouvoir permettre de le mettre sur une blockchain. Voilà. Et donc, ces 2 constats techniques. Donc, le point de départ, c'est une intuition, disons, politique et sociale, qui est de dire, là, il y a, au-delà de la démocratie elle-même, dans toutes les organisations, dans les entreprises, dans le secteur social, etc., il va y avoir une demande de participation, une demande pour ces outils-là, donc une intuition économique, politique, qui se coupe avec une nouvelle réalité technologique, la blockchain et les nouvelles cryptographies, et on se dit, là, il y a une rencontre, créons Electis. Est-ce que vous êtes convaincu? Oui. On quel est le total d'adresse de l'enquête, on passe à l'étape numéro 2. Comment vous allez croître?
Bien. Donc on est dans la salle Raymond Aron. Ouais. Et Raymond Aron a beaucoup réfléchi sur le rôle du vote dans les démocraties. Et de manière très schématique, évidemment, l'idée c'est pas de, mais très réductrice. Hein, il considérait l'expression du choix du peuple avec deux dimensions. La première, c'est une mise en concurrence, et la deuxième, c'était la garantie de la pluralité. En fait, fondamentalement, ce qu'il pensait, c'est que le vote, ça permettait d'épargner la violence dans la désignation des leaders. Pas nécessairement que le peuple avait toujours raison, mais en tout cas que c'était le système le plus contrôlable pour éviter que... Et j'ai envie de te poser une question, c'est que tu as une grosse expérience au service de l'État. La France, comme l'Angleterre, est un des pays qui a une démocratie très ancienne. Est-ce que tu penses que ces technologies, les blockchains, le cryptage homomorphe, vont permettre d'améliorer le fonctionnement de nos sociétés, la représentation du vote? Est-ce que tu penses qu'il y a des évolutions fonctionnelles? Est-ce qu'il y a un petit caractère ChatGPT associé à ces technologies? Et si oui, lesquelles? Alors, d'abord, sur cette demande de participation, d'accès au vote, d'accès à la décision, pour moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect de légitimité et il y a un aspect d'efficacité. Et tu as raison de souligner l'efficacité, hein, en quoi ça va améliorer nos sociétés. Mais le premier point, c'est d'abord un problème de légitimité. C'est une demande. Et j'ai envie de dire, tu cites Raymond Aron, on pourrait citer Tocqueville. Hein, vous vous souvenez de Tocqueville qui part aux États-Unis découvrir la démocratie américaine. Tocqueville qui est un aristocrate et qui n'est pas un convaincu de la démocratie du tout, qui est un convaincu plutôt des systèmes des monarchies constitutionnelles pour lesquels il s'est battu. Et qui dit, mais en fait, la démocratie, avant, il va lui trouver des valeurs positives, mais avant tout, c'est un fait. C'est un fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est l'expression d'un désir d'égalité et d'égalité des conditions qu'on ne peut pas arrêter. Et par rapport à ce fait-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est là. Et ensuite, comment on travaille par rapport à ça? Il me semble que la démocratie directe, en tout cas le souhait de participer directement à la décision, est l'étape d'après, la nouvelle étape tocquevillienne. C'est-à-dire que l'étape d'après, en termes d'égalité des conditions, l'égalité de base qui est une personne égale une voix, elle demande à s'appliquer sur la décision politique. Et on le voit, ça a été les pancartes des Gilets jaunes, première chose qu'ils demandent. Hein. Avant, on sait que ce qui a provoqué les Gilets jaunes, c'est l'augmentation du prix au carburant, mais la première revendication, ça a été le RIC, souvenez-vous. Aujourd'hui, en Serbie... Oui, le RIC, pardon, le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que la capacité, non seulement à pouvoir se déterminer directement par un référendum, mais également d'en être à l'initiative. Parce que, et je viendrai dans un instant, la démocratie directe, tout en étant une évidence qui s'impose, est aussi un danger. Parce que utilisée par un gouvernement de manière plébiscitaire, on a eu des expériences historiques qui montrent à quel point ça peut être au contraire une condition d'illégitimité d'un pouvoir. Voilà. Et donc la capacité pour les citoyens à pouvoir participer à cet agenda est une condition essentielle de cette démocratie directe. Alors, tu touches à un sujet qui est vraiment le cœur des sociétés démocratiques, avec des parlements, avec des constitutions, en tout cas de rule of law. Mais je crois que ton business actuel, c'est pas encore les États. Je crois que ton business actuel, c'est d'autres formes de représentation privée dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, par exemple, pour les comités, les CSE? Alors, les États, les collectivités, c'est aussi notre business. Hein, et on a commencé d'ailleurs, si je juste très rapidement l'histoire d'Electis, comme je vous dis, on a commencé en 2019, mais c'était ce qu'on appelle un side project. Il y a des entrepreneurs qui commencent day one, hein, ça y est, ils sont complètement dans leur projet. Il y en a d'autres qui, voilà, comme nous on l'a fait, ont d'autres activités, mais développent pour essayer de creuser, voir s'il y a quelque chose. Et nous, au début, on a créé une association. C'est là que Philippe voilà, nous a aidés dès le début. On n'était pas très nombreux au début. Hein, c'était l'idée, comment on peut réfléchir vraiment presque en R&D, comment on peut travailler avec des acteurs. On a travaillé avec beaucoup d'universités, avec Polytechnique en France, Édimbourg, NYU, etc., pour réfléchir sur notre technologie et pour réfléchir sur nos usages. Et on faisait des votes en université, enfin vraiment, voilà,
On aurait pu faire Dauphine à l'époque, si jamais on avait... Et ensuite, la première application de ça, toujours à l'état associatif, c'était de travailler avec des villes. Notre première ville, c'était Neuilly-sur-Seine, on continue, on s'appelle Neuilly Vote, on fait voter les habitants de Neuilly sur plein de sujets qui concernent la vie communale. On est à Paris, on est à Caen, on a fait des villes depuis beaucoup plus petites aussi. On avait fait au moment des présidentielles une ville dans le sud-ouest dont le maire voulait mettre au vote de ses administrés, ses électeurs, son parrainage à la présidentielle. Encore un grand sujet démocratique. Hein. Pourquoi est-ce qu'un maire qui n'a pas été élu pour ça, sans consulter ses citoyens... Est-ce que c'est discrétionnaire ou pas? Voilà, est-ce que c'est discrétionnaire? Est-ce que sans demander l'avis à personne, il peut parrainer un tel ou un tel? Voilà, donc lui, il a mis soumis au vote. Bon, voilà. Et c'est après tout ça, c'est beaucoup plus récemment, il y a moins de 2 ans, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des cas d'usage dans le secteur privé. Et ça nous a intéressé à un double titre. À titre business, parce que ça nous donnait, pour la problématique de travailler avec des administrations, avec des projets publics, etc., c'est que vous êtes beaucoup plus en mode quasi-subvention, il faut pas répondre à des appels d'offres, etc. C'est bien, ça vous challenge, mais ça donne peu de visibilité pour un business, et c'est compliqué. Les investisseurs, à juste titre, sont frileux à s'engager dans des business qui ne travaillent que par rapport à ce type de clients-là. Et donc, on s'est dit, très bien. Deuxième, et à l'intérieur de ce moteur économique, il y avait le fait aussi qu'il y a des obligations juridiques. Il n'y a aucune obligation pour une ville de mettre en place un système de vote électronique pour ses citoyens. En revanche, toute entreprise de plus de 11 salariés en France doit faire voter pour faire élire ses représentants du personnel, ce qu'on appelle le comité social et économique. Et depuis 2020, c'est possible, 2019, c'est possible de manière électronique. Donc, énorme business, 200 000 entreprises en France, vous voyez, 50 000 par an qui doivent faire ces élections-là. Donc ça, c'est très porteur. Et puis, deuxièmement, par rapport à ce qui est notre vision, parce que nous, on a des investisseurs, on a des salariés, on est là pour générer du résultat et rembourser nos investisseurs. Une entreprise, c'est ça. Mais on a cette dimension, j'ai envie de dire, sociale et politique, parce que... D'abord parce que c'est ce qui anime aussi nos investisseurs. On a cette chance-là, nos salariés, ça crée un moteur dans l'entreprise. Je pense qu'une entreprise qui sait quelle est sa mission, une entreprise qui est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus forte. Et ensuite parce que ça nous permet aussi de nous développer sur le marché privé. Le fait qu'on soit capable d'aller sur des élections plus compliquées, très ouvertes. Vous imaginez, quand c'est dans une ville, comment vous identifiez les gens. Il y a Neuilly, c'est 60 000 personnes. Un arrondissement parisien, dans le 17e, on a fait une élection, c'est pratiquement 100 000 personnes. Donc, c'est des sujets, et avec des gens qui sont mécontents, qui vont pouvoir venir chercher à vous hacker, parce qu'ils ils veulent montrer que le maire ne fait pas ce qu'il faut. Donc, c'est des environnements beaucoup plus difficiles. Et donc, être capable de servir ces sujets-là nous permet d'être, y compris en marketing, prosaïquement marketing, d'être bon par rapport à nos clients privés. Et donc, on s'est développé très fortement. Aujourd'hui, c'est 80% de notre chiffre d'affaires sur ces secteurs CSE. On développe d'ailleurs d'autres produits. On s'est rendu compte que, c'est là aussi, c'est la vie d'une entreprise. Nous, on est parti sur le vote électronique, par la vision que je viens de vous décrire. Mais on s'est rendu compte que c'était la partie émergée de l'iceberg. C'est la vie de la plupart des startups qui partent sur un produit, qui se rendent compte qu'en fait, soit c'est le produit d'à côté, soit qu'en fait, c'est plus large. C'est qu'on n'arrête pas de pivoter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'est-ce que c'est voter? Voter, c'est transmettre de manière anonyme et vérifiable une information confidentielle. Mais cette information, ce n'est pas nécessairement un vote. Ça peut être une donnée de santé. Ça peut être une alerte lorsque vous êtes un lanceur d'alerte. Ça peut être une évaluation de votre responsable à 360 degrés. Vous voyez, toute information dont vous voulez garantir l'anonymat, mais également avoir l'auditabilité pour être sûr que le résultat final, c'est bien le bon, c'est en fait, dans le fond, c'est un vote. Et donc, on s'est élargi à cette palette d'instruments. Alors, je me souviens quand tu es intervenu devant le master, tu as eu une question où on t'a demandé, on t'a dit, ok, donc tu utilises des blockchains, quel est ton token? Oui, alors, on a beaucoup réfléchi à ça, ça nous renvoie au début d'Electis, des discussions qu'on avait avec Philippe, parce qu'au début, on s'est dit, voilà, on va faire de la blockchain, alors si on fait de la blockchain, on fait de la blockchain à fond. Donc,
on fait l'intégralité du vote sur la blockchain. Hein. Un vote égale une transaction sur la blockchain. Et puis, puisqu'on est c'était l'époque des ICO, hein, on était au tout début, on n'appelait pas encore ça le Web 3, mais c'était le début du Web 3. Bon, bah alors on va faire une token économie, il n'y a pas de raison. C'est ça qui va porter notre projet. Donc on a réfléchi à plusieurs solutions. Alors, et pour pouvoir voter, il faut acheter un token. Donc un token égale un bulletin de vote. Bon, après, on s'est dit quand même demander aux gens de payer, parce qu'en plus la token économie, ça ne peut pas garantir à l'avance quel va être le prix du token. Donc pour voter, il va falloir spéculer sur le marché pour acheter un token. Bon. Après, on s'est dit oui, mais alors c'est l'organisateur de l'élection. Donc un token égale un papier. Voilà, vous avez un nombre de bulletins, de même que vous achetez auprès d'un imprimeur, c'est un token. Mais enfin, alors on s'est dit oui, mais alors la ville dans le sud-ouest, là, dans l'exemple dont je vous disais, il faudra qu'elle achète sur un marché des tokens à un prix qu'elle ne peut pas fixer à l'avance, alors qu'elle veut organiser son élection un an à l'avance. Bon. Donc ça, on s'est dit, la token économie, on n'y est pas encore, même si on la garde dans un coin de notre tête, parce que je pense qu'il y a des modes de rémunération, non pas forcément économiques, mais qui peuvent être plus symboliques, de gens qui participeraient ou de gens qui aideraient pour rétribuer les votants. Soit les votants, soit ceux qui participent à l'élection eux-mêmes, parce qu'ils sont les scrutateurs. Les scrutateurs, etc. Il pourrait y avoir des tokens non fongibles, justement, soit des NFT, soit d'autres types de tokens qui vous permettent de vous identifier, de vous reconnaître comme étant un citoyen actif ou comme étant un citoyen qui... Voilà. Bon. Donc, ça reste dans un coin de notre tête pour l'instant. Je veux dire, une start-up, il faut que ça soit très, très, très focus hein, sur ces délivrables immédiats, parce que le monde des possibles est tellement large. Mais donc, ça reste dans un coin de notre tête. Et puis, deuxième chose, voter intégralement sur la blockchain, en fait, c'était vraiment une requête pour écraser un lièvre. Parce que, intellectuellement, bien sûr, voter intégralement sur la blockchain, c'était la transparence totale, chacun peut voir le vote, etc. On a tout décentralisé. Mais intellectuellement, si vous avez décentralisé l'encryption initiale, c'est-à-dire que tout se fait sur le téléphone du votant, et qu'ensuite, vous avez décentralisé le décompte final, puisqu'on a tout mis sur une blockchain, vous pouvez tout recompter. Ben, peu importe ce qui s'est passé au milieu, peu importe que vous centralisiez l'ensemble, l'arrivée de tous les bulletins et puis le déchiffrement de la somme de ces bulletins. Parce que chacun va pouvoir sauter par-dessus la black box pour aller vérifier de manière décentralisée que son bulletin n'a pas été modifié et refaire le décompte. Donc peu importe ce qui est passé au milieu. Donc ça aussi, on l'a appris en marchant. Et le premier protocole qu'on avait développé avec Édimbourg entièrement sur la blockchain, qui continue à exister d'ailleurs, voilà, on l'a lâché pour un protocole beaucoup plus simple. De toute façon, c'est une tendance assez forte. Je ne sais pas si vous êtes très familier, mais en fait, il y a quelque chose d'assez orthogonal dans ce monde-là. C'est que plus vous êtes distribué, moins vous êtes scalable. Or, le vote, c'est quelque chose qui, par construction, doit être très scalable. Et donc, il y a pas mal de solutions, notamment des solutions de Proof of Authority. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'architecture technique, alors sans rentrer dans, tu vois, en vulgarisant un petit peu pour dire quels sont les éléments essentiels de la stack? Oui. Alors, là, tu parles de Proof of Authority. Donc, nous, notre intuition depuis le début, c'est que si on veut avoir cette vérifiabilité, ce registre public, cette urne numérique dans lequel vous retrouvez tous vos bulletins et où on peut refaire le décompte et on peut retrouver son bulletin qui n'a pas été modifié, qui est le gage de la confiance. Ça, il faut que ce soit une blockchain publique et une blockchain publique qui travaille justement de manière décentralisée. Donc soit avec du Proof of Work, soit avec du Proof of Stake, et on peut aller plus dans le détail pour ceux que ça intéresse, d'accord ? Et justement, absolument pas sur des blockchains privées, et sûrement pas avec du Proof of Authority. D'accord ? Parce que la vraie transparence, c'est que chacun, que n'importe qui puisse venir participer au système, puisse être un contributeur, puisse être lui-même un validateur, hein, suivant à nouveau le régime qui soit du Proof of Work ou du Proof of Stake, et non pas un régime qui serait certes amélioré parce qu'on aurait plusieurs autorités, mais dans le fond, un régime qui resterait centralisé s'il y a du Proof of Authority. Un oligopole. Pardon ? Un oligopole. Oui, un oligopole. Bon, et ça c'est important parce que on n'est pas les seuls à travailler sur la blockchain, sur le vote blockchain. D'ailleurs, vous regardez, il y a des gens qui travaillent dessus en Espagne, un peu au Danemark et aux États-Unis, mais beaucoup des gens qui disent travailler sur la blockchain sont en fait sur des blockchains privées avec du Proof of Authority. Or, la vraie révolution conceptuelle, c'est la vraie révolution de confiance, c'est travailler sur une blockchain publique. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes avant de démarrer la session de Q&A. Alors, pour la petite histoire,
nous avons des discussions, Gilles et moi, en vue d'un investissement. Donc, c'est pas juste un joke hein, quand je vous dis que... Disclaimer. Voilà, c'est un disclaimer. Donc, à l'initiative de Philippe. Et alors, sans citer ce pays, hein, mais récemment, les représentants démocratiquement élus ou désignés de ce pays sont venus te voir. C'est un pays qui connaît un problème de gouvernance. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'état du monde, ce qui se passe, quels sont les candidats potentiels et donc où est-ce que tu vois le premier changement venir, à quel calendrier et dans quelle région du monde? Oui. Alors, vous voyez que dans l'actualité immédiate, hein, il y a plusieurs pays dans lesquels se manifestent aujourd'hui des mouvements populaires qui contestent le résultat d'élections ou des décisions prises par le gouvernement non conformes, jugées non démocratiques ou non conformes au résultat d'une élection, ou l'intention de bloquer des élections futures. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça prend des proportions de plus en plus décentralisées. Hein. Vous voyez, et là, je peux citer quelques noms parce que je ne parlerai pas de ceux avec qui on parle, mais vous voyez que ce soit en Turquie, où le parti kémaliste ne contrôle pas vraiment ce qui se passe en termes de manifestations. Ça émerge dans plusieurs villes et par la part de plusieurs mouvements d'une manière qui leur échappe. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Serbie aujourd'hui, où le pouvoir est contesté, vous voyez que dans toutes les villes de Serbie se remettent en place des assemblées communales qui votent à main levée, en démocratie directe, à nouveau, hein, cette espèce qu'on a vécu chez les Gilets jaunes, hein, comme si la première réaction dans ce moment-là, c'était de revenir à une réappropriation. La légitimité de la démocratie directe. Ou lorsque vous voyez en Géorgie, hein, où le gouvernement est accusé d'avoir fraudé les élections. Quand je dis est accusé, c'est ce qu'a établi l'Union européenne et les États-Unis, et où la population se retrouve à manifester. Il y avait encore 100 000 personnes il y a 2 jours dans les rues, alors même qu'il y a des mesures sécuritaires. Et par rapport à cette situation de manifestation, il y a quand même, ça c'est en positif, on voit qu'il y a maintenant cette capacité par réseau de manière décentralisée à manifester, en tout cas à agir. De manière moins positive, les développements de l'intelligence artificielle fait que le coût à aller manifester est beaucoup plus important. Il y a eu toute une polémique en Géorgie parce que le gouvernement a dit maintenant c'est interdit de se promener masqué. Parce qu'évidemment, il y a de la reconnaissance faciale. Tous ces gouvernements, hein, vous manifestez aujourd'hui, vous manifestiez il y a 15 ans, bon ben voilà, à la limite vous risquiez de passer une nuit en garde à vue. Vous manifestez aujourd'hui, ça se trouve dans 20 ans, on va vous dire vous étiez là ce jour-là. On a votre visage. Et donc, comment on trouve des capacités? Donc, c'est pas grave, il y a ceux qui sont tellement motivés et en première ligne qui continueront à les manifester, mais bien sûr, il faut gagner la majorité, il faut gagner les silencieux qui ne vont plus manifester, qui ont encore plus peur qu'avant. Comment on les gagne? Et là, on voit que l'idée de faire pétitionner, de faire voter est très important. Et donc, un de ces mouvements, d'accord, est venu nous voir en nous disant comment on peut organiser des pétitions et des élections sans le gouvernement. Et là, on arrive au cœur de ce qu'a été de ce qu'est le projet Electis et ce qui a été notre intuition, qui est de dire de la même façon que les crypto-monnaies ont challengé le monopole des banques centrales dans l'émission d'une monnaie en disant on veut pouvoir faire des paiements sans demander l'autorisation à la banque centrale, pour le meilleur ou pour le pire, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Et bien de la même façon, le vote électronique aujourd'hui et demain va permettre d'organiser des élections sans le gouvernement, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, je suis ravi d'en parler. Voilà. Là, dans ce cas, pour le meilleur. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand un gouvernement fraude une élection, est considéré comme illégitime et néanmoins refuse de rejouer l'élection et de refaire une élection? Demain, on va pouvoir le faire sans son autorisation. Et ça, c'est une avancée démocratique incroyable. Alors, il y a une autre particularité d'Electis qui me semble importante parce que, comme tu l'as dit, d'autres entreprises s'intéressent au vote électronique à base de blockchain, hein, la plupart du temps avec des chaînes à base de Proof of Authority. L'autre particularité, c'est qu'une grosse partie de ta technologie est open source. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, stratégiquement, tu as fait ce choix, s'agissant d'un sujet de souveraineté qui peut concerner un grand nombre de pays.
que t'apporte le label open source et est-ce que tu penses que c'est possible de réussir dans cette industrie sans être open source? Non. Et je vais expliquer pourquoi. Pour nous, l'open source, c'est fondamental pour 2 raisons. La première, c'est que c'est évident, à partir du moment où on parle de démocratie, de vote et de transparence, que les algorithmes sur lesquels on vote doivent être open source. Non pas parce que tout le monde est codeur et est capable d'y aller, mais la confiance, elle est toujours transitive pour la capacité à n'importe qui d'aller regarder sous le capot. Vous ne pouvez pas dire « Ah, bah écoutez, non, si vous n'êtes pas content du résultat, nommez un expert assermenté qui sous NDA, parce que le système est close source, qu'on ne révélera pas, va regarder le système et puis nous dira oui ou non s'il est content. » On voit bien que ce n'est pas ça qui va apporter de la confiance lorsqu'on parle d'élection démocratique. Et d'ailleurs, des pays qui utilisent le vote électronique, moi j'ai l'habitude de dire, il y en a 2 catégories. Il y a ceux dans lesquels le vote est open source, Estonie, Suisse, d'accord. L'Estonie utilise le vote électronique pour les élections parlementaires et locales, donc les élections représentatives. Et la solution, qui n'était pas open source au début, mais sous pression populaire, l'est devenue assez rapidement. Et d'autre part, la Suisse, pour laquelle la solution est aujourd'hui interrompue, mais sur laquelle il y a de nouveaux tests qui sont effectués dans certains cantons. Donc pour moi, c'est une question de mois. Pareil, le code est devenu open source par pression populaire, en disant, écoutez, si vous nous faites voter sur un système, ça ne peut pas être sous clé dans un coffre. Et puis il y a une deuxième catégorie de pays qui fait du vote électronique, dans lequel vous trouvez le Venezuela, la Russie et la France, voilà, dans lequel il y a du vote électronique black box, c'est-à-dire dans lequel on utilise un prestataire privé. Donc, on milite beaucoup pour que la France change de catégorie, parce que ça me mettrait mieux à l'aise. Voilà. Parce que, évidemment, vous voyez bien au Venezuela et en Russie ce que le black box a conduit à faire. Alors, pardon. Tu parles de Dominion, là. Hein? Tu parles de Dominion. Alors, ça, c'est pour les machines à voter américaines, par ailleurs. Pardon, non. Tu parles pour le Venezuela, en fait, c'est Smartmatic, qui était l'entreprise et qui a été effectivement accusée par Trump, comme il a accusé Dominion, de frauder, parce qu'en plus, c'était un prestataire privé, qu'on ne pouvait pas voir quel était le code, etc. Donc, c'est susceptible à beaucoup de polémiques et d'attaques. Et pardon, avant que tu aies la question, la deuxième raison pour laquelle on est open source, ça, c'est la raison, disons, et c'est pour ça que tout le monde, je pense, sera amené à être open source. La deuxième raison, c'est que économiquement, c'est formidable. Nous, grâce à l'open source, on a pu mettre en place 2 briques, en fait, qui étaient elles-mêmes déjà open source, sur lesquelles on a rajouté notre architecture open source. La première, c'est les blockchains, qui sont toutes, bien sûr, des architectures open source. La deuxième, c'est la cryptographie homomorphe dont je vous parlais. Le SDK, donc l'architecture que nous utilisons, a été programmée par Microsoft en open source. Alors, je fais un clin d'œil à Philippe, qui est un ancien de Microsoft. Hein. On ne connaît pas vraiment Microsoft comme un champion de l'open source. Ils y sont venus très tardivement. Et le premier sujet sur lequel ils sont venus, c'est le vote. Ils ont répondu à une grande de la DARPA américaine. Vous savez, c'est ce département du ministère de la Défense américain qui fait des grands programmes publics et qui est un grand vecteur de technologie aux États-Unis. Donc on espère que les accroissements de budget de défense en Europe nous permettront d'avoir ce même investissement aussi dans la tech, parce que la tech militaire, ça aide la tech tout court. Et donc ils ont codé en open source. Et donc nous, petite start-up, on démarre. Je veux dire, au début avec un dev, notre CTO, enfin c'est comme ça que ça commence. Hein. Et ben on a accès à un SDK qui a été développé par Microsoft. Et on va tous les ans à Seattle. Et on passe une journée avec le Chief Cryptography Officer de Microsoft qui revoit notre code. Et ça n'a pas de prix. Et pourquoi il le fait? Parce qu'on est contributeur sur son code. Il le fait parce que ça l'intéresse. Parce que c'est la beauté de l'open source, c'est que chacun contribue au code. Et donc ça, moi, ça m'a rendu, voilà, indépendamment de la prise de position, j'ai envie de dire, politique sur l'open source, un adepte de l'open source. Alors j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses. Donc tu es ingénieur de formation, tu es haut fonctionnaire, tu es docteur. Quel était le titre de ta thèse et de quoi parle ton bouquin? Alors, ma thèse, qui est en anglais, donc du coup je donne le titre en anglais, hein, Taking Direct, parce que j'ai appris en la soutenant qu'on ne disait pas Direct Democracy, mais Direct Democracy. Voilà. J'aurais mieux fait de l'apprendre avant, la soutenance. Bon. Taking Direct Democracy Seriously. Et donc, il y a 2 livres qui ont préparé cette thèse. Un qui s'appelait « Rendons le vote aux citoyens »,« Démocratie, rendons le vote aux citoyens », chez Odile Jacob, et le deuxième qui s'appelait « Les 2 pouvoirs, la démocratie directe au secours de la démocratie représentative », chez Gallimard.
Et disons, la thèse de l'ensemble de ces travaux, c'est de dire, comme je veux dire, la démocratie directe s'impose pour des raisons de légitimité, mais aussi d'efficacité. Je n'ai pas pu faire dire ma réponse tout à l'heure, parce que c'est aussi la façon, dans un monde polarisé, de pouvoir trouver des solutions pragmatiques à des sujets là où nos représentants, nos partis politiques, de plus en plus, vont avoir du mal à s'entendre pour créer des compromis ou des consensus. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France et aux États-Unis. Voilà, donc, et ça ne va faire que s'accentuer. Que cette démocratie directe, si on n'y prend pas garde, peut être utilisée justement par ces pouvoirs représentatifs pour au contraire se légitimer, poser eux-mêmes les questions, fournir eux-mêmes les réponses et se donner une légitimité qu'ils n'ont plus. Et que la technologie, le vote électronique, l'intelligence artificielle vont nous permettre de contourner ces obstacles-là en permettant d'avoir justement du crowdsourcing des idées grâce à ce référendum d'initiative citoyenne, avoir une participation par le vote électronique et d'avoir aussi une délibération, parce que, et là c'est probablement le point que faisait Raymond Aron, le vote c'est bien, mais sans la délibération, on perd une partie de la richesse de la décision. Inversement, la délibération sans le vote, ça ne sert à rien non plus. Hein. Donc la démocratie participative où on fait venir le lundi soir et tout le monde débat, mais à la fin, le vote, il va être fait au Parlement. Ça crée plus de frustration que de solutions. Les deux sont imbriqués et les outils technologiques permettent d'y répondre. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et c'est toujours extrêmement passionnant de parler de ces sujets avec toi. Encore une fois, on va passer à la séance de questions-réponses, mais j'ai investi dans un peu plus de 120 entreprises. J'ai dû faire 20 investissements dans le monde crypto. Et à ma connaissance, Electis, du moins en France, est probablement la plus avancée entre la techno, les revenus. Donc le chiffre d'affaires est basé sur cette techno, le potentiel. Et donc, vraiment, merci de ta présence. Et merci à toi, Jean-David, parce que ce qui est formidable avec toi, c'est que j'ai rien à préparer. J'arrive et tes questions sont tellement du tac au tac, 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 que voilà, il n'y a plus qu'à dérouler. Merci. C'est sympa. Je vous en prie. Pour poser une question, c'est très simple. Vous appuyez sur la petite touche speaker, pas tous en même temps, comme ça on évite de faire du Larsen. Et donc, the floor is yours. En plus, on est en petit comité, donc faites-vous plaisir. Allez-y. Il faut appuyer pour que ça... Vous ne faites pas de politesse. Hein. Sauf si jamais il y a un bloc. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ouais. Du coup, vous savez... Oui, désolé. Oui, du coup, je m'appelle Nathéo Priou et je suis externe à l'université. Du coup, vous avez parlé d'investissement, notamment pour Electis. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé les premiers investisseurs. Est-ce que vous avez eu des contacts ou est-ce que vous avez investi vous-même dans l'entreprise? Non, mais très bonne question, parce que c'est ça le problème, hein, quand on démarre une entreprise. Alors, nous, on a eu la chance, donc, comme on y est allé progressivement, ça nous a permis d'étaler cette problématique. Lorsqu'on était en mode recherche, sous la forme ONG, on a bénéficié de subventions de la fondation Tezos. Tezos, c'est une blockchain, hein, comme il y en a plusieurs, des blockchains publiques. Vous savez que toutes ces blockchains ont fait des très grosses ICO au début, dans les années... entre 2015 et 2020, et la plupart des fondations où ils cherchent à subventionner des projets qui créent des cas d'usage réel de la blockchain. Hein, et donc, ça leur a beaucoup plu, parce qu'en plus, Tezos, il se trouve que le fondateur, Tezos, ça vient de Thésée, le roi athénien qui a créé la démocratie, que leur première agence de travail de dev s'appelait Tocqueville, Tocqueville Research, donc ils étaient quand même déjà dans le mindset de nous appuyer. Et ensuite, quand on a vraiment décidé de lever, c'est-à-dire qu'on a créé l'entreprise, on a vu qu'il y avait un marché et on voulait attaquer ce marché-là, on a été voir des investisseurs et on a eu la chance, en fait, concrètement, il y a des gens qu'on a vus en direct, il y a des gens qu'on a eu parce qu'on a eu des compagnons de route sur la partie ONG qui nous connaissaient, qui nous ont introduit les bonnes personnes. Et ça a permis de faire le tour de table. On a aussi ce qu'on appelle des intermédiaires, des leveurs, c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui, vous savez, prennent un pourcentage des fonds levés et qui trouvent des investisseurs.
Et en fait, je vais vous dire, j'ai pas de... Maintenant qu'on a travaillé avec tous ces investisseurs là, depuis déjà 1 an et demi, je ne vois pas de différence qualitative entre ceux qui me sont venus en direct, ceux que j'ai contactés moi, parce que c'est des amis qui me ont présenté, et ceux qui sont venus par un lover. Donc je pense que je suis très agnostique. C'est-à-dire peu importe la manière dont on arrive, ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes personnes qui adhèrent à la fois au projet, qui sont ce qu'on appelle du smart money, c'est-à-dire qui sont capables de nous apporter plus que de l'argent. Donc des connexions, des idées, des projets, vous ouvrez des business, etc. Et ça, on a eu cette chance-là. Merci. Bonjour, moi c'est Colin Johnson, externe de 16 ans. Et du coup, pour revenir, pour rebondir à ce que vous avez dit par rapport au smart money et aux avantages que les investisseurs vous ont fournis, quels ont été les plus gros bénéfices notables grâce à la création de cette entreprise, etc. Les bénéfices pour l'entreprise de nos investisseurs, du smart money Les bénéfices pour vous et tout ce qui entoure l'entreprise, en fait. D'accord, de la part de certains investisseurs, c'est ça? Oui. Des exemples, par exemple. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette entreprise en soi? Qu'est-ce que ça a apporté, ce parcours, concrètement? Et qu'est-ce que les investisseurs vous ont apporté de notable? Oui, la contribution des investisseurs. Alors, bon, je vais être spécifique parce que sinon c'est trop général. Nous, on a 2 family office qui ont leadé notre tour précédent. Enfin, on a levé 1 million il y a 1 an et demi. Et qui ont eu des apports très différents parce que ce sont des family office différents. Le premier, c'est un family office qui n'investit que dans la tech et donc est un quasi-fonds. Simplement, tout est dans le quasi. L'avantage d'un family office, c'est que, contrairement à un fonds qui a des métriques très précises, avec des milestones et qui est vraiment dans une logique très numérique et qui est utile lorsqu'on arrive en phase de croissance, parce qu'après, ils ouvrent beaucoup d'horizons et ils sont capables d'accélérer très vite des business. Et vous, d'ailleurs, de vous aider dans les recrutements, de vous aider dans les partenariats, etc. Au début, quand on est encore en train de pivoter, on réfléchit, comme je vous disais, on s'est rendu compte que le vote, en fait, c'était peut-être qu'une partie de notre business, on développe d'autres produits. Bon, un family office, des individuels sont beaucoup plus souples, agiles, capables de nous aider à réfléchir et à changer notre business model qu'un fonds. Parce que le fonds, celui qui a investi, il est obligé d'aller reporter ensuite à son comité d'investissement que, attendez, en fait, on a investi dans du vote, mais en fait, c'est pas ça, finalement, ils font autre chose. Bon, c'est plus compliqué. Donc, ça, c'était l'avantage, y compris en termes de, enfin, pas intellectuel, mais business, d'avoir des gens avec qui réfléchir à l'évolution de notre portefeuille. Et l'autre family office, c'est quelqu'un qui, au contraire, c'est leur seul investissement dans la tech. Et donc, ça nous a permis de nous ouvrir beaucoup d'autres horizons, parce qu'ils sont dans plein de secteurs dans lesquels on n'était pas, et à titre d'investissement ou à titre de personnel. Il se trouve que celui qui est à notre board est par ailleurs président d'un office HLM, et qu'on a découvert grâce à lui qu'il y avait énormément de choses à faire dans le domaine du logement social, en termes de vote. Et on est en train de travailler avec eux. Voilà, typiquement, un smart money qui ouvre des portes, parce qu'il y a un monde que je ne connais pas. On aurait pu... Là, c'est pas tellement... Sans lui, on aurait sans doute pu ouvrir ces portes-là. C'était de pouvoir penser à investir ce secteur-là, et c'était une très bonne idée. Voilà, on a 2 exemples. Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, c'est Lucas Rich, je suis en master finance ici à Dauphine. Moi, je n'ai pas compris comment vous générez de l'argent avec votre entreprise et comment vous faites pour les gens qui n'ont pas de téléphone, de smartphone, pour qu'ils puissent voter, par exemple pour Neuilly, tout ça. Ouais. Merci. Alors, donc comment on gère de l'argent? Nous, on vend une plateforme de vote, aujourd'hui de vote, et demain avec d'autres instruments, typiquement de consultation sur des sujets qui requièrent de l'anonymat et de la vérifiabilité, donc ce qu'on appelle des secret surveys, etc. Et ça, qui nous paye? L'entreprise. L'entreprise, elle est obligée légalement d'organiser une élection tous les 4 ans. Elle peut choisir de le faire avec une urne, etc., un avocat, ça lui coûte... Je prends une petite entreprise, je prends une start-up qui est 15 salariés. C'est le dernier de ses problèmes de faire ces élections, mais c'est une obligation légale, avec 1 an d'emprisonnement pour le dirigeant et 75 000 € d'amende. Donc, bon, il y a intérêt à le faire. Eh bien, si vous passez par ce qu'on appelle la boîte à chaussures, une élection, sans compter le temps que ça prend, etc., vous avez besoin d'avoir un avocat, votre comptable, etc., ça va vous coûter 2 000, 3 000 €. Vous utilisez une plateforme électronique dans laquelle tous ces éléments juridiques sont onboardés,
D'accord? Nous, il faut une homologation. On fait partie des 9 aujourd'hui entreprises homologuées par la Direction générale du travail. Vous payez le tiers ou le quart de ce prix-là. Vous faites ça entièrement en ligne. D'accord? Et à la fin, vous avez réalisé votre élection et vous avez un PV que vous transmettez à l'administration. D'accord? Donc, c'est ça notre chiffre d'affaires. Et là-dessus, nous, on a une croissance de 10% d'un mois sur l'autre. Hein. Donc, on fait x3 d'une année. C'est un marché qui, en fait, est gigantesque. Hein. Quand vous parlez de 50 000 entreprises par an, et notamment toutes ces petites entreprises qui, aujourd'hui, en fait, beaucoup sont dans l'illégalité ou ne le font pas en se disant, bon, on espère qu'on attendra d'être un peu plus gros pour le faire. Alors qu'ils seraient tout à fait prêts à payer. Et souvent, c'est ça un bon business. Hein. C'est un business où vous vous rendez compte qu'il y a un pain point. Il y a quelque chose que le dirigeant, il n'est pas content de ne pas la faire, mais que voilà, les solutions existantes ne permettent pas. Il y a une capacité à payer, mais qui n'est pas à hauteur des solutions existantes. Vous arrivez avec une nouvelle solution qui est dans la fourchette de ce qui est prêt à payer. Nous, une petite entreprise, elle ne paye rien, 300, 400 euros, hein, une fois tous les 4 ans. C'est dérisoire. Et avec ça, elle se met dans les clous de la réglementation. Parfait. Voilà. Donc, du coup, ça fait des croissances très fortes. Donc ça, c'était la question sur le chiffre d'affaires. La deuxième question, c'était comme sur le vote hybride, c'est ça? Nous, quand on fait dans une entreprise, alors ça, c'est ce que dit la loi. Ça, nous, on s'y respecte. Vous pouvez faire un vote mixte. Vous pouvez aussi imposer à vos salariés de voter tous sur leur téléphone, d'accord? Et vous pouvez leur mettre à disposition des tablettes pour qu'ils votent. Voilà. Donc nous, ça nous arrive. Il y a quelques-uns de nos clients dans lesquels tous les salariés n'ont pas de téléphone, parce que ça peut être des entreprises de logistique, de manutention, etc. Et à ce moment-là, l'entreprise met à disposition un iPad. Et donc, ils se connectent comme s'ils avaient un téléphone, et nous, c'est le même système. Dans les villes, comme à Neuilly, même chose. C'est-à-dire que soit la ville décide de faire un mode hybride dans lequel elle fait vraiment des urnes avec du vote papier, etc. Soit ce que nous, on propose, on dit, écoutez, si vous faites un isoloir, vous mettez un iPad, et les gens se connectent, voilà, rentrent leur identifiant comme si c'était sur un téléphone, et votent comme ça. Et eux, le HIB met particulièrement d'attention à accompagner, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire maintenant, pianote sur l'iPad, voilà, il y a des gens qui ont des difficultés même à comprendre le fonctionnement du système, donc il y a de l'accompagnement, il y a de la médiation, etc. Et donc, du coup, en fait, le prix varie en fonction du nombre de votants. Oui. Alors, le prix varie en fonction du nombre de votants. Alors, non pas tellement en raison de l'architecture technique elle-même, hein, parce que ce n'est pas la scalabilité, ça ne nous coûte pas tellement plus cher de faire voter 10 000 personnes que 300 personnes. Mais en revanche, tout l'onboarding, le suivi client et l'après, quoi, et l'après-vente n'est pas du tout le même si vous avez qu'un salarié. Et du coup, s'il n'y a pas de téléphone mobile? Mais s'il n'y a pas de téléphone mobile, on va mettre, nous, en place un iPad, tu vois, sur le site de l'entreprise, où les gens vont pouvoir eux-mêmes voter comme si jamais c'était sur l'écran. Et si c'est des citoyens Neuilly, ils viennent à la mairie? Alors, ça, oui, pardon, je pensais que tu allais sur l'entreprise. Pour Neuilly, les citoyens viennent à la médiathèque et il y a un isoloir avec un iPad et quelqu'un qui leur explique comment ça fonctionne pour qu'ils puissent voter. Maintenant, si maintenant on élargit au système démocratique, en Estonie, en Suisse, etc., lorsque ces systèmes se déploient, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que tout citoyen peut continuer à aller se rendre le dimanche dans son bureau de vote pour mettre son bulletin de vote à l'ancienne. Donc on vote grosso modo du 7e au 2e jour ou 3e jour avant l'élection de manière électronique, c'est ouvert. Et puis les 2 derniers jours, on vote que papier. Et si vous avez voté électroniquement, évidemment, vous n'êtes plus sur la liste pour voter sur le vote papier. C'est un deuxième avantage, c'est que s'il y avait un problème sur le vote électronique lui-même, vous pouvez demander à tout le monde, vous pouvez l'annuler, et vous pouvez dire le vendredi soir, écoutez, désolé, tout le monde vient voter avec un bulletin de vote samedi, dimanche. Une dernière question avant qu'on conclue. Vous m'entendez? Je m'appelle Nour Ben Ali, je suis doctorante en IA. J'ai une question à propos du traitement des données personnelles des votants. Donc, je ne comprends pas trop comment la plateforme marche, mais si jamais les votants ils sont obligés de créer leur propre profil, et comment vous faites en fait pour gérer la confidentialité de ces données-là, surtout que vous travaillez avec Microsoft et je ne sais pas s'il y a un échange de données dans le développement et tout. Ouais. Merci. Non, mais c'est une très bonne question parce que c'est des questions qu'on nous pose. Et vous avez bien fait Et donc j'espère que si vous aviez été sur notre site avant, vous trouviez les réponses parce que justement on cherche à prévenir ce genre d'interrogation par la façon dont on présente les choses. Alors, d'abord, nous, les seules données que nous avons, sont les données d'identification, c'est-à-dire la liste des gens qui peuvent voter et savoir s'ils ont ou pas voté. Il se trouve que ces données-là ne sont pas considérées comme des données personnelles,
Parce que quand vous êtes dans une entreprise, voilà, le fait de voter, le fait d'être comme sur une élection normale, hein, le fait d'être sur une liste d'émargement à la mairie, voilà, c'est-à-dire il y a des registres papier, vous pouvez voir tous les noms, voilà, ce n'est pas une donnée personnelle. Donc, on n'a pas de difficulté à gérer cette donnée-là. Ce qui est une donnée personnelle, évidemment, c'est le contenu du vote. Et là, ce qui est formidable, c'est que la cryptographie au moment dont je vous parlais nous permet de ne fait, c'est pas qu'on a besoin de mettre un firewall ou une sécurité pour qu'on ne puisse pas avoir accès à ces données-là. En fait, ces données-là n'existent pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas le contenu des votes de chacun des électeurs. Nous ne les avons pas, personne ne les a. C'est-à-dire que les bulletins qui ont été encryptés sur les téléphones des votants, donc avant même d'arriver sur notre serveur, ce qui arrive sur notre serveur est déjà un bulletin encrypté qu'on ne peut pas déchiffrer et que personne ne pourra déchiffrer. Tant qu'arrivent pas les ordinateurs quantiques où il faudra améliorer d'un cran cette sécurité-là. Voilà. Et donc, on est conforme by design, en fait, hein, à ces problématiques. Et dernier point, le fait que Microsoft, une fois de plus, a développé une architecture en open source. Le fait qu'on utilise cette architecture n'a rien à voir avec Microsoft. Microsoft ne fait rien derrière. C'est du code. C'est des morceaux de code hein, sur GitHub qu'on peut utiliser et qu'on a mis dans notre plateforme. Et Microsoft n'intervient à aucun moment, évidemment. C'est juste que vous avez mentionné que vous aussi participez au développement avec Microsoft. Oui. C'était ça ma question. Non, mais c'est une bonne question. Mais en fait, et vous avez raison de la poser, parce qu'en fait, je pense que intellectuellement, tout le monde raisonne un peu en closed source. Vous raisonnez comme si jamais on avait un logiciel qu'on avait co-développé avec Microsoft, sur lequel on aurait accès les uns et les autres. Là, je vous parle d'un code qui est ouvert. En fait, un code qui est ouvert, c'est que Microsoft a mis des lignes de code, nous on met des lignes de code, d'autres gens mettent des lignes de code, et voilà, c'est ça notre collaboration. Ça donne à Microsoft aucun accès à aucune donnée particulière. Merci. Alors du coup, moi j'ai une dernière question. Mais c'est une question Spoutnik. Hein. C'est juste pour terminer sur une note un peu lunaire. On parle de vote. Qui dit vote dit votant. Aujourd'hui, les votants sont des humains. Est-ce que tu penses que demain, les machines vont voter? Alors ma réponse est oui. Oui, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que si on fait un peu de politique fiction, là je vous parle vraiment à 15 ans, et ben, dans 15 ans, ce n'est pas nous qui voterons, c'est probablement nos avatars. C'est-à-dire qu'on aura, chacun de nous, bon, là déjà, il y a des avatars qui se développent, un logiciel qui permettra, sur toute question qu'on nous posera, de synthétiser l'information disponible, les données qu'on met à disposition, nos propres opinions qu'on lui aura communiquées, ou parce qu'il connaîtra nos votes précédents, il aura lu tous nos posts Facebook et visionné toutes nos vidéos TikTok, etc. Et nous proposera, bien sûr, une réponse. Libre à nous de le faire ou pas. Pour certains, ça c'est une dystopie. On se dit, ah non mais ça y est, c'est exactement pour ça qu'il ne faut pas faire du vote électronique. Voilà. Moi je pense que c'est une utopie, au contraire, c'est une bonne utopie. Et je prends toujours l'exemple des syndicats de copropriétaires. Alors, vous êtes trop jeune pour être copropriétaire. Mais là, pas sûr, on a peut-être qu'on a des... Je m'adresse aux quelques copropriétaires autour de la table. Combien de fois vous avez lu, vous avez lu les documents qu'on vous a transmis pour l'assemblée de copropriétaires? Combien de fois, d'accord, vous vous êtes dit, mais attendez, si quelqu'un pouvait me lire tout ça, moi, c'est pas très compliqué, mes priorités pour l'assemblée de copropriétaires. Et elles ne varient pas en plus. C'est ça, ça et ça. Faites une petite synthèse. Jérôme, vous lisez tout ça, vous me faites une petite synthèse et vous dites ce qu'on va voter. Ben voilà, c'est ça l'avatar. Ça va au contraire démultiplier la possibilité de se prononcer collectivement sur un certain nombre de sujets, à partir du moment où on en garde le contrôle, à partir du moment où les IA qu'on utilise pour faire ça sont des IA ouvertes et mises en concurrence, des marchés d'IA, parce qu'évidemment, le risque, et on voyait bien toutes les polémiques actuelles sur les IA sont-elles de droite ou de gauche, donc chaque IA ne dit pas la même chose, donc il va falloir avoir la plus grande ouverture et la plus grande concurrence dans tout ça, et qu'à la fin, on reste bien sûr maître à bord, maître de la décision. Merci. Ma dernière question est pour vous. Considérons que vous êtes un jury qui décide d'investir ou non. Alors j'investis ou j'investis pas? Ceux qui pensent que je dois investir lèvent la main, et ceux qui pensent que je ne dois pas investir ne disent rien.
Allez-y. Alors, nous, on est une toute petite équipe, hein, et c'est pour ça qu'on arrive à faire ces tarifs-là. Donc, on n'a que 5 salariés, et en tout, on est 12, avec les prestats, les gens, etc., qui travaillent avec nous. Et alors, du coup, investir ou pas investir? Ah, quand même, hein. Ah, alors, moi, je veux mal, savoir hein. ceux qui n'investissent pas. Alors, ceux qui investissent pas, pourquoi? Oui. Je peux. Voilà. Du coup, je m'appelle Tom Vandenbrand et je suis au magistère de sciences de gestion. Tout simplement, pour investir, faut avoir beaucoup plus de métriques, je pense. Déjà la valorisation, à quel prix on va acheter votre titre, parce que même s'il y a un vrai potentiel, et de toute façon vous l'avez dit, c'est un domaine en croissance, acheter le titre sur un retour sur investissement, je sais pas, de 0, et des brouettes, ça a peut-être pas d'intérêt, mais par contre c'est sûr que le projet est intéressant, la techno est derrière, ça permet vraiment d'avoir, comment dire, une vision. Je vous laisse la parole. Tu es en M2, en M1? Là, je suis en licence 3, du coup, la première année du magistère. Et après, c'est parce que je m'intéresse personnellement au milieu financier, particulièrement. Et aussi, je suis j'essaye de monter ma propre entreprise. Et pour ça, j'essaye de m'aider de l'incubateur de Dauphine directement. Merci. La parole est à vous, maître. Oui, alors, moi je pense que c'est... Mais après, je vais passer la parole à Philippe, parce que c'est Philippe qui connaît les investisseurs. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon d'imaginer un investissement ou pas un investissement, de penser à la valorisation et au rendement. En fait, un entrepreneur qui lève des fonds, la valorisation qu'il a proposée est un chiffre calculé. En fait, qu'est-ce que fait un entrepreneur? Il dit, voilà, moi j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour 18 à 24 mois. Et voilà ce que évidemment, chacun pourrait demander des sommes astronomiques, voilà ce que je suis capable de crédibiliser, compte tenu de ce que j'ai déjà dépensé, et compte tenu de là où je veux arriver. J'ai besoin de temps, et moi je suis prêt à ouvrir 15, 20, 25% de mon capital. 30 à tout casser. 30 à tout casser. Voilà la valorisation. C'est pas plus compliqué que ça. Vous faites une règle de 3, vous l'avez la valo. Donc, il ne s'agit pas de savoir est-ce que je fais un bon deal, est-ce que je ne peux pas l'avoir, cette entreprise, à 3 millions plutôt qu'à 6 millions de valo, etc. Ça n'a pas de sens, en fait. La question, c'est combien il faut mettre. De combien cette entreprise a besoin. Lui donner moins que ce qu'elle a, c'est ridicule par rapport à un BPI. Et je dis ça parce que nous, quand on a levé, à l'époque, la BPI matchait à 50% l'equity qui était levé. La Banque publique d'investissement, c'était vraiment un programme très... Puis ils ont eu des problèmes financiers, puis ils ont baissé la voilure un peu pour tout le monde, c'est plus 50%. Et donc nous, on a eu dans notre plan de financement, on devait lever 1,2 million, 800 000 d'equity, puis on devait 400 000. Ils n'en donné que 200 000. On envie de dire, c'est pas grave, merci, c'est quand même bien 200 000. Mais j'avais envie de leur dire, mais il fallait mettre zéro. Pourquoi vous donnez 200 000 au lieu de 400 000? Si on a besoin de 400 000 sur notre BP, vous mettez 400 000 ou vous mettez zéro. C'est-à-dire, voilà ce que nous, on veut défendre. Nous donnez moins d'argent, c'est la meilleure garantie que vous allez le perdre, cet argent. Vous donnez 200 000, c'est la meilleure garantie qu'on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout des 18 mois et des 24 mois, et vous allez perdre 100% de vos 200 000. Voilà. Et donc, je pense que trouver les bons investisseurs, on parlait de smart money, etc., ces investisseurs qui comprennent ça et qui sont en train de vous dire, non mais attends, là tu es en train de lever 1 million, mais en fait c'est 1,5 million que tu vas lever. Et je pensais mettre 300 000, mais je vais en mettre 400. Voilà. Ça c'est un investisseur en or. Philippe. Je suis forcément d'accord avec vous, mais je vais me faire l'avocat du diable un instant. Très bien. Je pense que c'est bien sûr le schéma de l'argent que l'on dépense, c'est ce qui est dans le plan et ça doit être proportionnel finalement à la valeur de l'entreprise à l'instant T. Donc je pense que le point de Gilles est juste en disant c'est pas tellement ça qui est important, c'est de bien juger
le montant qui est nécessaire pour arriver à un livrable. Et que la valo, finalement, a très peu d'importance. On se rend compte aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des entreprises d'intelligence artificielle, donc on dit, tiens, pour être capable d'entraîner un modèle de ce type-là, on va avoir besoin de tant de machines, de tant d'électricité, de tant de temps, etc. Et il nous faut 40 milliards pour pouvoir le faire. En fait, la valo, elle est déduite de ces 40 milliards, en quelque sorte, comme vient de le dire Gilles. Néanmoins, il faut que l'entreprise soit capable, à un instant T, qui peut être dans 3, 4, 5, 10 ans, finalement, rembourser ses actionnaires, et éventuellement avec une plus-value. Donc là, ça, c'est une deuxième question qui est posée. Est-ce que l'entreprise a un potentiel pour valoir, dans un certain nombre d'années, plus que la valeur post-monnaie, qui est le pré-monnaie, plus l'argent dont on parle, qui est... Donc je suis super d'accord sur cette idée en fait, que le new money doit être bien taillé de façon à pouvoir atteindre des livrables, mais avec simplement une protection qui est, est-ce que cet argent pourra être remboursé à un moment donné? Lorsqu'on fait du vote électronique et que l'ambition de l'entreprise, c'est de changer la façon dont on peut appréhender la démocratie digitale, numérique aujourd'hui, comment on va révolutionner l'urne, mais comment on va révolutionner aussi l'isoloir, de faire une urne numérique et de faire un isoloir numérique, on pressent évidemment que ça a un potentiel immense. Et qu'on n'est pas en train de parler de millions d'euros de revenus, mais probablement de milliards d'euros de revenus. Donc cette entreprise, elle peut avoir ce potentiel-là, et on lui souhaite. Elle y arrivera ou pas. Dans tous les cas, elle a ce potentiel-là. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas très important, la valeur de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'elle a un potentiel très grand. Merci. Alors, juste pour vous donner un retour du business angel, d'accord? Qu'est-ce qui fait que je regarde une boîte comme Electis? Je regarde toujours 3 critères. Le premier, c'est la légitimité du porteur du projet. Comment est-ce qu'il est arrivé sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il fait? Quelle est sa capacité à avoir une vision sur le long terme et à faire les bons pivots au bon moment? Autant vous dire qu'avec Gilles, sur une échelle de 0 à 10, on est beaucoup plus proche de 10 que de 0. D'accord? La deuxième des choses, c'est, OK, la techno. Elle en est où, cette techno? Est-ce qu'on est proche de la science? C'est pas encore complètement sec et donc il y a un aléa? Est-ce que c'est un truc qui est depuis trop longtemps sur le marché et donc ça a été déjà adopté et il va falloir une innovation incrémentale mais qui va être difficile à différencier? Et donc là, on voit que globalement, c'est en train de se faire. Hein, il va y avoir plusieurs technos qui vont arriver, qui vont être en concurrence, mais les chances sont ISO. Et la troisième des choses, c'est le momentum. Et dans le momentum, il y a à peu près 3 trucs. La taille du marché, sa bancabilité, et comment est-ce qu'on va arriver à le capturer. D'accord? Donc, le trigger qui a fait que j'ai dit oui, tout de suite, c'est qu'il y a eu un pays, les représentants d'un pays qui sont venus, et qui ont dit on est dans une situation de trouble majeur, on a besoin de faire un vote, et on a besoin que la population s'exprime. Et là, il fallait accompagner la boîte, et j'ai dit oui tout de suite. Je suis là, pourquoi? Parce que si cet événement s'était produit, la société aurait acquis instantanément une renommée mondiale et aurait fait les titres de toute la presse dans le monde. Il se trouve que cet événement ne s'est pas produit, mais je ne me suis pas rétracté définitivement. J'ai dit je veux investir, mais je veux investir pour accélérer à ce moment précis. Et ma conviction intime est que ce moment va se renouveler prochainement parce qu'il y a 196 pays aux Nations Unies, plus 4 pays affiliés. Globalement, il y a 200 entités étatiques. D'accord? Les démocraties sont à la part minoritaire. Hein, on est à 80 démocraties. On était à beaucoup plus il y a 50 ans. Vous voyez bien dans votre actualité que le monde devient plus directif et qu'on a plutôt tendance à passer de démocratie à des démocratures. Or, l'effet de contrebalancier, c'est de revenir à plus de démocratie. Et donc, il y a peut-être un marché de 20, 30, 40 pays, y compris des pays qui se créent, hein, qui vont avoir besoin de systèmes et qui vont opter pour des systèmes modernes, transparents, open source. Et il se trouve que la France a une légitimité énorme et qu'en France, Gilles est probablement de loin celui qui a la plus grande légitimité. Et donc, ce n'est pas une question de valorisation.
Et comme Gilles l'a parfaitement dit, la valorisation, c'est quoi? C'est un prix psychologique. C'est globalement, je suis prêt à me diluer de combien pour obtenir ce dont j'ai besoin pour me développer. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe sur d'autres critères, et ces autres critères sont un petit peu plus difficiles à quantifier. Merci de votre présence, c'était un plaisir de t'avoir, Gilles, et j'espère qu'on aura l'occasion de concrétiser tout ça bientôt. Merci Jean-David, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Jean-David et merci également Monsieur Montré pour ces échanges tant passionnants qu'enrichissants. Je vous propose de prolonger les discussions désormais autour d'un cocktail juste en dessous en espace one. Super. Merci beaucoup. Merci.